Bonjour à tous. On va pouvoir commencer la conférence. Bienvenue à tous et à toutes à cette nouvelle conférence de la 6e édition des rencontres de la Sorbonne avec le Carreau du Temps. La conférence Culture Drag, un art militant au défi du genre a pour objectif de réfléchir autour de la question du genre qui représente des véritables enjeux politiques à travers la culture drag. Cette culture s'est développée notamment dans les années 80 et 90 aux États-Unis, en Angleterre et en France notamment. La culture drag a connu un essor fulgurant avec l'émission désormais culte RuPaul's Drag Race, une compétition initialement américaine qui a participé à la démocratisation de cet art. Le développement du drag vers une culture mainstream entraîne un effet de capitalisation de cet art. C'est pourquoi il semble légitime de se demander si le passage vers le mainstream de la culture drag ne détruirait pas sa dimension politique militante. Donc pour cette conférence, nous avons invité Loulou de Cacharel, qui s'est définie comme étant une femme au bord de la crise de nerfs, rockstar en devenir. Loulou de Cacharel est une drague de la performance qui n'a pas sa langue dans sa poche ni ses talents au vestiaire. Arpente les scènes parisiennes depuis 3 ans, elle évolue dans un univers pop et rock et révèle rapidement sous son esthétique de grande dame une fureur névrotique. Ensuite, Noé Decky, un performeur drag king d'origine lyonnaise, vivant actuellement en Allemagne. Il est membre des Drag Kings Sauvages et du groupe Archie King, et par ailleurs chercheur en études de genre, travaillant sur l'histoire française du drag king pour son mémoire de master. Son king navigue entre critique d'une masculinité blanche hégémonique et réappropriation queer et féministe de la masculinité. Et enfin, nous accueillons aussi Lucas Greco, professeur de sociolinguistique à l'Université de Lorraine, fondateur avec Maria Candea du réseau Genre et Langage et membre du comité scientifique de l'Encyclopédie critique du genre. Ses travaux portent sur le langage en tant que dispositif de construction et de déconstruction du genre dans plusieurs types de contextes, groupes de parents entre parents et futurs parents gays et lesbiens, ateliers de drag, etc. Donc, merci de participer à cette rencontre. Commençons par rappeler peut-être à notre audience les origines du drag, tant historiques que étymologiques. Lucas, voulez-vous commencer, s'il vous plaît? Oui, donc, alors en fait, c'est une trajectoire historique très étrange et sur laquelle pour l'instant il n'y a pas assez de partage. En fait, drag, il peut être à la fois un acronyme que l'on peut expliciter par Dressed as a Girl, mais c'est aussi un mot qui est présent dans ce qu'on appelle l'argot gay masculin et aussi féminin, bien sûr lesbien, dans lequel en fait par drag on désigne quelqu'un qui adopte les codes vestimentaires et comportementaux d'un genre différent de celui de sa naissance. Ensuite, le mot drag, il apparaît dans le milieu associatif, militant et artistique performatif aux États-Unis autour des années 80. Là, il y a plusieurs versions en fait. Les personnes que j'ai rencontrées, par exemple à New York, les drag kings me disaient l'avoir entendu pour la première fois dans les années 90, après dans un bar qui s'appelait à Manhattan Harriet Hudson, après d'autres qui ont côtoyé quelqu'un de très important pour la scène drag king internationale, c'est-à-dire Diane Thor, l'attribue à Johnny Science, qui était quelqu'un de queer avant la lettre, musicien punk, maquilleur, et qui, paraît-il, c'est à lui que l'on doit la paternité du mot drag king, ou sinon, il paraît qu'on a entendu aussi ce mot dans les années 70 au dire de Sylvia Rivera, qui est une militante trans de Stonewall, qui, lors d'une interview, dit l'avoir entendu dans les années 70. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un mot dont les origines sont très fluctuantes, mais je pense que c'est typique aussi de la culture et que ce mot-là même véhicule. D'accord, merci beaucoup pour ce petit rappel. Et justement, on sait qu'actuellement, il existe une diversité au sein de la culture drag.
mais on voudrait nous évoquer les deux plus importantes, en tout cas celles qu'on connaît le plus, c'est drag king et drag queen. Donc, Noé, est-ce que vous, par exemple, vous pouvez nous expliquer quelles sont les différences entre drag queen et drag king? Oui, donc le drag queen, c'est traditionnellement un travestissement vers le féminin. Donc, c'est pas nécessairement, c'est traditionnellement donc plutôt des hommes cis-gays qui font du drag queen, mais on ne peut pas réduire le drag queen aux hommes cis-gays. Il y a aussi beaucoup de femmes trans, même des femmes cis maintenant qui en font. Et le drag king, c'est donc traditionnellement un travestissement vers le masculin de femmes cis lesbiennes, mais c'est de la même façon, on ne peut pas réduire ça aux femmes cis lesbiennes. Il y a beaucoup de personnes trans qui font du drag king. Je suis par exemple moi-même trans. Et oui, donc peu importe le genre de départ, mais c'est défini par vers quel genre le travestissement va, les mots drag queen et drag king. Parfait, merci beaucoup. Donc, comme on a pu le voir, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de diversité dans cette culture. Et justement, on parle beaucoup, souvent, on l'associe à la question de la performance. Et donc, est-ce que selon vous, Loulou, en quoi le drag est associé aux arts du spectacle, notamment justement à la performance? Vous pourriez nous en parler un peu plus? Bonsoir déjà. C'est vrai que le drag, c'est un art de la performance, c'est un art très visuel où on essaie vraiment de mettre nos plus beaux habits, de mettre nos plus beaux vêtements et je trouve que c'est une belle façon de faire passer un message. C'est une belle façon parce que ça reste extrêmement politique par rapport à ce que ça renvoie sur la société. Oui, merci de mettre des photos. Je n'ai pas pu me mettre en drag, donc voilà à quoi je ressemble normalement. Mais oui, moi en tout cas dans ma conception du drag, c'est vraiment pour ça que j'en ai fait, c'est pour être sur scène. Et c'était un truc qui me permettait aussi de canaliser beaucoup de frustration par rapport au monde dans lequel je vivais. Et je trouvais que c'était un bon compromis entre ma volonté de faire de la scène et mon militantisme. Voilà, je trouve que c'est un art qui est complet en ça, c'est que via la scène et via la performance, on peut faire passer des messages assez forts. Parfait. Justement, on reviendra un peu sur ce point un petit peu plus tard. Je voudrais, à ce stade-là, Lucas, vous demander, vous avez écrit beaucoup sur tout ce qui est la culture drag. Et justement, dans l'un de vos articles, vous situez la culture drag entre performance et performativité. Est-ce que vous pourriez peut-être développer un petit peu plus ce point? Merci de cette question. Donc, en fait, on peut dire que le drag relève effectivement de la performance, c'est-à-dire que quand on monte sur scène en drag et qu'on fait un spectacle, qu'on incarne un personnage ou qu'on monte un concept, un dispositif, on fait de la performance. Donc, ça relève effectivement des arts performatifs. En même temps, donc la performance ici est entendue à la fois comme un genre artistique, mais aussi en fait comme une action que l'on accomplit devant quelqu'un, etc. Mais le drag relève aussi de la performativité, c'est-à-dire qu'en incarnant d'une façon répétée et stylisée les différents codes de la masculinité et de la féminité, même en les déjouant, on contribue à construire, voire à déconstruire le genre. Donc, c'est par ces modes d'incarnation qu'un processus de construction et de déconstruction se fait. Et ça relève d'un véritable processus qui est celui justement de la performativité. C'est-à-dire le fait de pouvoir installer quelque chose par la répétition et la sédimentation des pratiques. Et du coup, par le biais de la performativité, on peut interpréter comme performance de genre non seulement les performances des drag queens et kings sur scène, mais aussi les actions de tout un chacun dans la rue, dans la vie quotidienne, qui sont vues justement au prisme de la performance.
D'accord, merci beaucoup Lucas. Donc, on pourrait dire que le drag est subversif dans le sens où il va déconstruire cette idée hégémonique de genre qu'on a dans la société. Et justement, maintenant, je voudrais approfondir un peu plus sur cette question, donc pour vous tous, et vous poser cette question, en quoi, selon vous, cette pratique se dégage de son cadre artistique, comme on parlait là de la performance, quasi théâtrale, pour devenir un fait politique et militant, donc une contestation à l'ordre social. Vous pouvez prendre la parole comme vous le souhaitez. Alors, il y a évidemment des drag queens qui sont ouvertement militantes. Il y en a d'autres comme moi qui ne revendiquent pas un militantisme. En tout cas, moi, dans ma façon de performer, je ne me considère pas comme une drag queen militante. Je n'envoie pas des messages de façon directe à un public. Mais en fait, le militantisme, il est par rapport au regard que la société porte sur le drag. Justement, tout à l'heure, Raphaëlla, vous parliez vous disiez c'est un art subversif. C'est un art subversif parce que c'est comme ça qu'il est perçu par les autres. Et c'est vrai que je pense que, pas me tromper en disant que la première fois qu'on se met en drague, on a l'impression de faire quelque chose d'un peu interdit, d'un peu... Enfin voilà, on franchit certaines lignes. Et en fait, c'est en ça que là, c'est un art politique. C'est parce que la vérité, c'est que moi, aujourd'hui, je ne peux pas prendre le métro pour aller à mon spectacle parce que je risque d'avoir des problèmes, je risque de me faire agresser. Je suis obligé de prendre un taxi, ce qui coûte très cher. Mais voilà, c'est parce qu'on se met en danger. Donc, ça renvoie quelque chose quand même dans l'œil de beaucoup de gens de subversif, où à partir du moment où on casse les codes de genre, où on ne respecte pas le genre qu'on nous a assigné à la naissance, en tout cas dans les codes qui sont établis par la société, parce que moi, je n'ai pas l'impression d'être subversif, ça crée une réaction chez les autres. Et c'est ça. Et si ça crée une réaction chez les autres, ça ouvre un débat. Donc, c'est ça qui rend le drag politique, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est plus dans le regard des autres que dans le mien. Maintenant, ça fait 3 ans que je fais du drag et j'ai plus du tout l'impression de faire quelque chose de subversif. Et parfois, je sens dans le regard de certaines personnes qui viennent nous voir en spectacle que c'est encore quelque chose d'étrange, il y a une transgression. Noé, peut-être vous avez, vous, de votre point de vue, de votre expérience personnelle, quelque chose à rajouter à la question? Oui, déjà, il existe un peu une différence entre le drag queen et le drag king, dans le sens où la grande majorité des drag kings se disent militants ou activistes. Et donc, oui, la branche drag king est beaucoup plus invisibilisée. Et donc, il y a aussi une dimension politique dans le fait de visibiliser cette branche et de montrer qu'on peut aussi performer la masculinité. Ce n'est pas quelque chose de neutre. Et après, je voudrais aussi rappeler que le drag, ce n'est pas que de la scène, ce n'est pas que de la performance scénique. Notamment pour le drag king, il y a une grande partie du drag qui est dans les ateliers, qui est donc dans du partage et dans quelque chose qui n'est pas public. Et donc là, c'est encore plus du militantisme dans le sens où c'est donc du partage, de l'échange. Ça permet à des gens de conscientiser certaines choses, de conscientiser les choses par rapport à leur identité de genre, par rapport au système, par rapport aux structures d'oppression. Oui, il y a beaucoup de manières de faire du drag et il n'y a pas que la scène, il n'y a pas que les ateliers non plus, il y a aussi toutes les personnes qui font ça sur les réseaux sociaux, les personnes qui font ça dans la rue, il y a plein de manières de faire du drag différentes et il y en a qui ont donc des dimensions politiques différentes aussi et ça peut être un message sur scène au public, ça peut être un message sur les réseaux sociaux avec juste un shooting et donc se montrer déviant, se montrer marginal. Donc pour faire cette petite brèche dans le système binaire de genre. Et oui, ça peut être aussi partagé entre personnes de la communauté ou personnes qui pourraient en faire partie et qui se questionnent et pour leur mettre cette idée dans la tête que elle aussi, que tout le monde peut réfléchir au genre et déconstruire des choses et se déconstruire elle ou eux-mêmes. D'accord. Et justement, je trouve très intéressant les 2 points que vous évoquez. D'un côté, il y a de la personne qui fait le drag, donc il y a tout un questionnement politique, mais aussi du côté des spectateurs. Donc ça ouvre un débat très important.
Et donc, je voudrais savoir justement, on sait que historiquement, le succès de la télé-réalité, notamment comme on l'évoquait au début de RuPaul Drag Race, ont contribué à répandre cette culture auprès d'un large public. Mais est-ce que vous pensez, vous, que cela représente paradoxalement une menace pour ces mouvements, en tout cas pour ce qui est du caractère politique contestataire? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, pareil, depuis votre expérience personnelle et de ce que vous voyez actuellement? Je pense que ça dépend de toute façon de comment aussi c'est fait. Moi, mon expérience, c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce que disaient mes autres camarades, c'est-à-dire que mon expérience avec les drag kings, c'était une expérience très, très, très politique, quoi. C'est-à-dire, effectivement, le drag n'est pas uniquement sur scène, n'est pas uniquement quelque chose de très flamboyant, même s'il y a un côté flamboyant, mais c'est aussi beaucoup dans le partage, dans le collectif. Voilà, moi, j'ai vraiment vécu une expérience qui était très collective et à tout moment, il y avait une imbrication entre les pratiques d'incarnation de la masculinité, qui sont des pratiques techniques, mais aussi avec tout un discours très fort sur les genres, sur le féminisme, etc. C'est-à-dire que, par exemple, l'expérience que j'ai eue à Bruxelles, c'est une expérience inséparable du féminisme, inséparable des féminismes. C'est-à-dire que j'ai rencontré des drag kings qui se réclamaient d'un féminisme matérialiste marxiste, d'autres plutôt queer, etc. Ceci étant dit, il ne faut pas non plus construire une dichotomie comme quoi les drag kings seraient les politisés et les drag queens ne le seraient pas. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une tradition très différente, mais dans l'histoire, par exemple, si je prends un exemple comme la compagnie théâtrale des Mirabelles françaises ou les coquettes aux États-Unis, il y a des personnes qui font du travestissement, qui font une expérience d'incarnation vers la féminité, mais là aussi, c'est très imbriqué dans quelque chose de très politique. Aussi, par exemple, dans le mouvement de Houses aux États-Unis avec le voguing, il y a à la fois une incarnation vers la féminité, mais il y a aussi un dire et une expérience très ancrée dans la politique, dans des systèmes de pression raciale, pas uniquement de genre, et aussi des classes. C'est vrai que les émissions, parfois auxquelles nous assistons, peuvent nous donner l'impression de quelque chose de très mercantilisant de l'expression drague. Mais après, bon, peut-être qu'il faut voir aussi ce que chacune et chacun de nous en fait de ça, parce que je pense que même quand on fait l'expérience, effectivement, de faire une incarnation, qu'elle soit féminine ou masculine, on ressent quand même qu'on fait l'expérience aussi de l'artificialité de genre. Et ce que disait aussi Loulou tout à l'heure, c'est-à-dire que les autres qui nous regardent peuvent faire cette expérience-là. Et cette expérience, elle ne peut qu'être troublante pour l'autre. Donc, de ce point de vue-là, il y a quand même du politique. Et ce n'est pas quelque chose qui peut être tout le temps récupéré par un système capitaliste et néolibéral qui ferait de nos expériences des marchandises à vendre, même s'il y a ça. Ça, c'est évident. Ce que vous dites, c'est vraiment très... c'est exactement ce que nous aussi, en tant que public, on ressent parfois. Est-ce que du côté des personnes qui font ces performances et qui sont en scène, vous, qu'est-ce que vous en pensez, par exemple, Noé de Kid? Déjà, moi, je ne me sens pas concernée par RuPaul parce que RuPaul, jusqu'à maintenant, a refusé d'inclure des drag kings. Il a même fait performer des drag kings par des drag queens, en ignorant complètement que les drag kings ont une expérience ou une existence par ailleurs.
Et oui, pour moi, c'est une émission qui est très normative et qui sélectionne une toute petite part de l'art drag pour le montrer au public. Alors, je ne vais pas complètement cracher dessus non plus parce que c'est toujours de la visibilité, mais c'est de la visibilité qui est biaisée. Et donc, oui, ça serait bien d'arriver à montrer autre chose, de montrer plus de variété de l'art drag et pas que cette toute petite facette qui est très restreinte. Et Loulou, vous avez aussi, je suppose, une opinion par rapport à ce côté mainstream. Dites-nous en plus. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, et c'est assez triste de le constater, c'est qu'il y a des inégalités qui existent dans la société qui se reproduisent au sein même de l'art drag, que ce soit pour les personnes racisées, que ce soit pour les femmes cis, pour les femmes trans aussi. Voilà, on reproduit certaines inégalités et l'art king, qui est plus, comme disait Noé tout à l'heure, représenté et incarné par des femmes cis, est plus invisibilisé que la queen, qui est plus représentée par des hommes cis. Et c'est malheureux et j'espère que ça va changer. Malheureusement, effectivement, on ne peut pas forcément compter sur des émissions comme Drag Race pour faire ce changement-là. Je pense que, comme disait Noé, il y a une visibilité qu'on doit prendre parce que de toute façon, elle n'existe pas et Drag Race France va arriver. Donc, ça va être une visibilité qui, à mon sens, va être majoritairement positive, mais qui, j'espère... j'aime toujours dire que moi, je ne me fais pas une opinion sur les Marseillais en regardant les Marseillais à Miami. J'espère que les personnes ne se feront pas une opinion du drag en regardant Drag Race parce qu'effectivement, c'est une forme de drag. C'est le drag queen incarné principalement par des hommes cis. Bon, c'est vraiment... moi, la scène drag telle que je la connais, elle n'est pas comme ça. C'est beaucoup plus large et il y a beaucoup plus d'identité de genre. Il y a beaucoup plus de formes de drag aussi. Mais voilà, c'est une émission qui représente ça et c'est un débat sans fin en fait parce que oui, ça manque de représentation, c'est clair. Et en même temps, quelle autre émission fait autant de représentation que Drag Race? Voilà, j'ai pas de réponse, il n'y en a pas. Oui, donc on peut dire que, pour résumer un peu brièvement toutes vos idées, c'est que effectivement il y a un côté assez commercial et qui parfois pourrait potentiellement invisibiliser certaines caractéristiques de la culture drag, mais aussi, mine de rien, c'est une des premières peut-être ou plus importantes émissions qui a quand même qui sort le débat, donc qui permet aussi aux gens de un peu s'imprégner de la question et de s'intéresser à ça. Donc, justement, par rapport à ces publics qui reçoivent cette culture, est-ce que on voit bien que le mainstream apporte un large public? Et par exemple, Noé, est-ce que vous pensez qu'avec la démocratisation des drag shows, vous avez l'impression que le public a changé et que ces espaces, il reste toujours des espaces assez safe ou peut-être il y a une différence. Je pose un petit peu la même question à Loulou parce que justement, vous en parliez un petit peu avant avec la question de prendre du taxi. Ou, voilà, est-ce que vous sentez un changement et si oui, dans quel sens? J'ai pas l'impression que RuPaul impacte la visibilité des drag kings parce que c'est pas parce que les gens voient RuPaul que les gens se rendent compte que les drag kings existent en fait. Peut-être qu'il y a quelques personnes qui ont fait plus de recherches sur le drag et qui ont découvert les drag kings grâce à RuPaul, mais c'est minoritaire. Donc je peux pas vraiment parler d'une évolution du public à ce niveau-là. Ça fait 3 ans que je fais du drag, 4 ans, donc j'ai pas non plus une vision sur le long terme. Oui, et c'est un public c'est un public de niche, le public du drag king, même si le drag king est plus exporté dans des univers un peu plus mainstream, un peu plus ouverts, un public plus large. C'est en général beaucoup dans des espaces queer ou dans des espaces lesbiens ou transpédéguines. Donc, oui, j'ai pas l'impression que RuPaul ait tellement influencé le public du drag king.
D'accord, oui, effectivement, ce que vous dites, on le ressent quand on voit cette série. Effectivement, il y a une diversité qui est totalement laissée de côté. Mais par exemple, dans les drag shows, vous, comment vous sentez le public qui assiste? Est-ce que vous avez vu une évolution ou quel est le type de public qui assiste actuellement? Noé, si vous pouvez répondre. Et après, Loulou, vous pourrez répondre après. Donc, du coup, de mon expérience, je n'ai pas vu d'évolution du public. Et c'est très lié aussi au lieu dans lesquels je performe ou j'organise des choses. Et donc, je ne vois pas tellement le lien. Peut-être qu'il y en a un, mais je ne vois pas le lien avec les médias, ou très peu. Et oui, ça dépend vraiment des dynamiques locales et des personnes qu'on rencontre. J'arrive pas à faire un lien au niveau du drag king avec donc des médias et des dynamiques plus larges, plus générales. D'accord, Loulou. Oui, je pense que l'émission, effectivement, vu qu'elle représente exclusivement des drag queens, a une influence sur la scène drag queen, beaucoup plus que sur la scène drag king. Mais nous, en tout cas, il y a eu une espèce de baby boom, et j'en fais partie. Hein, je ne vais pas cracher dans la soupe, mais j'ai découvert le drag grâce à Drag Race, comme beaucoup de personnes. Voilà. Après, je pense que là où il faut avoir l'intelligence de se dire, OK, le Drag Race, c'est une émission de télé et je vais aller voir ce qui se passe vraiment dans les salles de spectacle, dans les bars et dans tous les lieux où on peut retrouver du drag. Mais effectivement, ça a créé toute une génération de drag queens où on est extrêmement nombreuses maintenant. Je pense que ça a eu une influence aussi sur les personnes qui ont fait du drag king. Peut-être pas sur le public. Noé, peut-être que, je ne sais pas, tu me diras si je me trompe ou pas, mais en tout cas, des conversations que j'ai eues avec certains amis drag king, c'est qu'ils étaient très fans de Drag Race aussi. C'est ça qui leur a donné envie de faire du drag. Mais nous, en tout cas, dans le public, c'est vrai qu'on nous ramène souvent à Drag Race en tant que drag queen. Ah, tu ressembles à Machine de Drag Race, tu fais ça comme Machine de Drag Race. Et c'est même un peu frustrant parfois parce que c'est une émission qui, bon, maintenant est en train de devenir à des filiales un peu partout dans le monde, mais qui a été principalement américaine au départ. Et le drag américain est très, très différent du drag français. Et on nous reprochait souvent, j'ai l'impression, dans nos performances, de ne pas faire ce que faisaient les drag queens américaines. Or, le drag français est assez différent. Voilà. On ne fait pas les mêmes choses sur scène, notamment. Je parle vraiment de la scène parce que c'est ce que je connais, moi, en tant que drag queen. Et oui, il y a un public Drag Race qui, en général, est plus triggering que le public qui connaît vraiment le drag local et qui vient nous voir et qui apprécie les drags locales, quoi. Et quelles seraient justement les différences un peu, si vous pouvez nous parler de, par exemple, le drag américain et celui qui est plutôt français, local? Je pense que le drag français découle beaucoup plus On a une grande culture du spectacle en France et du cabaret, et on s'inspire vraiment de ça. Là où le drag américain est très dans le show à l'américaine tel qu'on le connaît, où j'ai beaucoup de mal à mettre des mots dessus, mais où on va peut-être mettre moins on va être visuellement plus impactant, mais mettre moins de sens derrière les performances. Je ne sais pas si ça fait sens, ou peut-être... oui, je pense que c'est ça. Et justement, est-ce que les rapports entre drag king et drag queen sont comment? Est-ce qu'il y a des rapports? Est-ce qu'il y a des conflits peut-être de compétition ou de solidarité? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je pense que ça dépend aussi du contexte. C'est-à-dire qu'en Belgique, je trouve que les scènes étaient très séparées. Bien évidemment qu'elles se connaissaient, mais moi, je n'ai pas trouvé de passerelle, on va dire, entre les drag kings et les drag queens belges.
En tout cas, moi, j'étais à Bruxelles à un moment donné. En revanche, l'expérience que j'ai eue aux États-Unis, c'était un peu plus hybride parce que il y avait, par exemple, des drag kings qui parfois, aux États-Unis, je parle, qui jouaient une drag queen et vice-versa. Donc, j'ai vu des choses beaucoup plus plastiques, beaucoup plus hybrides. Chose que j'ai vu beaucoup moins à Bruxelles, où, en tout cas, la communauté avec laquelle j'ai travaillé était beaucoup plus étanche par rapport à la scène drag queen belge. Mais peut-être aussi parce que la scène drag queen belge était très, très gay, cis, alors que la scène drag king bruxelloise était beaucoup plus queer, gender fluid, c'est-à-dire que il n'y avait pas d'un côté les gays cis qui font qui font du queen et les lesbiennes cis qui font du king. C'est-à-dire que dans la communauté king bruxelloise, j'ai rencontré quelques lesbiennes, en tout cas, mais on ne peut pas dire que c'était une communauté, un groupe lesbien, pas du tout. C'était beaucoup plus large, beaucoup plus queer, justement. Noé, vous pouvez nous dire aussi quelque chose par rapport à ça? Oui, je crois que les dynamiques dépendent vraiment des villes. Il y a toujours, ça dépend des relations interpersonnelles. Par exemple, donc moi, le collectif dans lequel je suis, les Kings Sauvages, est à Lyon. Et on est régulièrement invité par des drag queens pour performer dans des soirées. On invite aussi régulièrement des drag queens pour performer dans nos soirées. Il y a peu de duos et de collaborations artistiques pour partager la même scène au même moment. Ça m'est arrivé quelques fois, mais c'est rare à Lyon en tout cas. Mais je ne sais pas, par exemple, il y a Robin des Doigts et Medusa Dickinson qui ont créé une house ensemble. C'est un drag queen et une drag king, l'inverse, et qui sont dans le sud de la France, à Montpellier. Donc ça existe, ça dépend vraiment des terrains, en fait. Les dynamiques ne sont pas toujours les mêmes. D'accord. Personnellement, j'ai l'impression qu'à Paris, c'est en train de changer aussi. Il y a eu une vraie scission. En tout cas, moi, quand j'ai commencé le drag, j'avais vraiment, c'était un monde, le dragging, auquel je n'avais pas accès en quelque sorte, parce qu'il y avait vraiment une scission et c'est en train de changer beaucoup ces dernières années. Il y a vraiment de plus en plus de shows avec des drag kings et des drag queens mélangés et c'est assez agréable à voir. Voilà, mais je pense qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, on reproduit certaines inégalités qui existent globalement dans la société, mais la force de la scène drag et de la communauté LGBTQIA+, en général, c'est que justement, on se questionne sur ces choses-là et qu'on essaie de les contrer et d'aller contre ça et de se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change, quoi, pour qu'il n'y ait plus ces inégalités-là. Et justement, quel futur vous voyez-vous, vous percevez pour cette culture? Comment vous voyez les années à venir pour cette pratique? C'est pareil, une question ouverte pour tous. Lucas, vous pouvez commencer si vous le souhaitez. Moi, je pense qu'on va vers quelque chose de très post-Queen, post-King, c'est-à-dire qu'on va peut-être vers quelque chose de beaucoup plus hybride, un peu comme je le disais tout à l'heure, où on pourra incarner des figures beaucoup plus métissées, beaucoup plus créolisées en termes de genre, tout en gardant aussi des espaces qui resteront très king, très militants, très féministes, et d'autres espaces beaucoup plus queen. Mais je trouve qu'on va vers, en tout cas, moi, ce que j'ai vu aux États-Unis, je le vois aussi se reproduire ici aussi en France. Les choses sont en train de se mélanger beaucoup plus. Et peut-être que des catégories comme drag king, cette dichotomie qu'aujourd'hui on a, drag king et drag queen, peut-être que ça n'existera plus, peut-être qu'il y aura un changement là-dessus. Un peu comme aujourd'hui, peut-être que des catégories comme hétéro et gay sont des catégories qui sont très
remise en question grâce à l'avènement d'autres dispositifs tels que le queer et le non-binary. Loulou, est-ce que vous pensez, pareil que Lucas, qu'il y aura cette tendance peut-être à dissoudre les catégories, ou comment vous percevez-vous en tout cas le drag? Moi, j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant questionné la binarité du genre qu'en ce moment, et que forcément, si la binarité du genre est remise en question, la binarité du drag, elle est remise en question aussi. Et je pense que le drag a toujours eu un temps d'avance sur la société, je pense, et que oui, si ça va dans le sens de l'évolution, au bout d'un moment, peut-être que le drag sera beaucoup moins genré. Même si au final, les genres qu'il y a dans le drag, c'est que de la moquerie, c'est que on pointe le doigt sur ce qui est ridicule et sur. Moi, j'ai pas l'impression d'être une femme quand je suis en drag, par exemple. Et pourtant, mon drag est, selon les codes sociétaux, extrêmement féminin. Mais oui, si on va dans le sens de l'évolution et de ce qui est en train de se passer, j'espère que le drag sera beaucoup moins genré et qu'on se posera beaucoup moins de questions à ce niveau-là. Et peut-être pour finir, Noé. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit Lucas et Loulou. Et je pense qu'il existera des drag kings et des drag queens tant qu'il existera une binarité de genre, parce qu'il y aura toujours, du coup, tant que cette binarité sera là, il y aura toujours besoin de la questionner. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de drag queens, de drag queer, de drag fuck apparaître. Et ça montre aussi qu'il y a ce besoin d'hybridité et de montrer une utopie de genre et de montrer quelque chose de différent qui sort de cette binarité. Mais je pense que ça va continuer à évoluer ensemble, toutes ces dynamiques, et peut-être à devenir de plus en plus variées, mais qui va quand même, les drag queens et les drag kings vont quand même persister en tant que représentation très binaire, parce qu'il y aura toujours besoin de cette critique. Et justement, quand j'ai fait l'introduction, j'ai présenté un petit peu vos personnages, mais justement, on voudrait savoir tout particulièrement un peu plus sur les expériences personnelles. Qu'est-ce qui vous a fait, d'une part, vous intéresser à la culture drag et, comme pratique ou comme sujet d'étude, et quelles étaient comment se sont passées vos premières expériences, et quels étaient vos élans, vos moteurs pour cela? Qu'est-ce qui a fait le déclic? Peut-être Loulou peut commencer. Comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment redécouvert en tout cas le drag avec Drag Race, et j'ai eu la curiosité d'aller voir des drag queens sur scène, et c'est ça qui m'a. J'ai toujours eu un intérêt pour la scène, et je ne me sentais pas légitime parce que je n'étais pas suffisamment bon danseur, pas suffisamment bon dans tous les domaines, mais finalement le drag, il fallait savoir un peu danser, un peu faire de la couture, un peu coiffer, un peu faire ci, et tous ces petits talents, ces petites qualifications ensemble, ça donnait le drag, et en même temps, ça m'a permis de canaliser une colère que j'avais par rapport aux injustices sociales en vrai. Et voilà, comme je disais, je ne suis pas militant ouvertement, c'est-à-dire je n'ai pas un discours militant quand je monte sur scène ou n'importe où ailleurs. Mais c'est vrai que pour moi, quand je suis en drague, j'ai l'impression de faire quelque chose de cet ordre-là. Et ça canalise en tout cas mes frustrations par rapport à plein de choses que je trouve complètement injustes dans la société. Et ça me permet aussi de faire de la scène, ce que je voulais vraiment faire au départ. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je m'épanouis. Et je pense que c'est un travail sur le long terme, c'est-à-dire que je découvre plein de choses. Je pense que beaucoup de personnes qui ont commencé du drag se sont questionnées sur leur genre à travers le drag. Ça m'a permis de me questionner sur des choses de cet ordre-là, d'apprendre à connaître plein d'autres gens de la communauté LGBTQIA+, parce que moi, je ne suis que le G dans cette catégorie-là. Donc, quelles sont les autres lettres? Voilà, ça réunit vraiment plein de choses, en fait. Et c'est ça qui m'a donné envie, et c'est ça qui me donne envie encore de continuer à faire du drag. Ok, Lucas, vous pouvez aussi peut-être nous parler de votre expérience personnelle. Qu'est-ce qui vous a emmené à vous intéresser à la culture drag comme sujet d'étude?
Il y a eu deux choses, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un parcours personnel dans lequel j'ai toujours interrogé mon genre ou mes différents genres que je peux incarner au fil du temps dans ma vie publique-privée. Et ensuite, il y a eu la projection d'un documentaire qui agit pour moi comme une sorte de déclic, qui était Venus Boys, qui est un documentaire un peu très connu par la communauté King. Et quand j'ai vu ce film, à la fois j'ai compris ce sur quoi je voulais que mes recherches aillent, mais j'ai aussi compris d'une façon paradoxale que je n'ai pas encore résolue comment je pouvais donner corps à mon interrogation personnelle privée de mon propre genre, qui était un genre qui allait vers plutôt des sentiers féminins, mais c'est en voyant ce documentaire que j'ai compris comment je pouvais faire. Mais parce que je pense que ma trajectoire a été toujours très ponctuée par des rencontres déterminantes avec le monde lesbien, féministe. Donc, du coup, c'est grâce à ce documentaire-là que j'ai compris beaucoup de choses, à la fois pour mon travail, mais aussi pour mon parcours personnel, identitaire d'exploration de genre. Et Noé, pareil, est-ce que vous, comment vous avez eu ce déclic et peut-être nous parler un peu sur votre personnage? Donc moi, j'ai aussi découvert le drag king avec un documentaire, avec Parole de King cette fois. Et avant de faire du drag king, je m'identifiais comme lesbienne butch plutôt, et j'étais plutôt toujours attirée par la masculinité. Et ensuite, du coup, après avoir vu Parole de King, j'ai commencé à faire des essais seuls de drag king, donc. Et ensuite, je suis passée à une pratique collective, et c'est à travers cette recherche personnelle et ces échanges collectifs que j'ai pu aussi construire mon genre et déconstruire mon genre, et vraiment m'interroger plus profondément sur pourquoi je suis attirée par la masculinité, qu'est-ce que c'était la masculinité, qu'est-ce que c'était la féminité. Et donc oui, le drag king, ça a fonctionné pour moi autant comme un outil pour questionner ma propre identité de genre que comme un outil d'expression politique et artistique. Et donc après, mon personnage public de drag king s'est construit un peu entre une dénonciation de certains aspects de masculinité toxique, mais aussi comme une expression d'une réappropriation de la masculinité. Et donc oui, mon personnage aussi toujours un peu entre cette dénonciation et cette critique du système binaire de certains types de masculinité, et entre une réappropriation de la masculinité, quelque chose de plus hybride, de plus queer. Parfait, merci beaucoup de vos interventions. Et justement, peut-être pour finir avec cette première partie de la conférence, je voudrais poser une dernière question qui peut-être justement pourrait un peu éclaircir à l'audience très variée qu'on a, mais est-ce que on peut dire que quel est le lien, ou en tout cas justement quelle est la différence entre le drag et le travestissement? Est-ce que Lucas, vous pourrez nous dire peut-être justement quelle différence et comment est-ce que c'est lié ou pas? Disons que en gros, parce que c'est quand même une question épineuse, on va dire, le travestissement va vers quelque chose de la vraisemblance. C'est-à-dire que lorsqu'on se travestit, on essaye d'aller vers quelque chose du vrai, et on cache aussi l'identité de départ. Alors que dans le drag, on n'est pas du tout dans quelque chose du vrai, mais on est déjà dans un personnage qui est très marqué, et on est plutôt dans quelque chose de l'ordre du parodique et du politique et du poétique. Donc,
on quitte, si vous voulez, la sphère du vraisemblable pour aller vers quelque chose plutôt qui serait de l'ordre du dissonant. C'est-à-dire que le drag, contrairement au travestissement, vise à créer de la dissonance de genre, alors que le travestissement vise à créer plutôt quelque chose de vrai. Et d'un point de vue historico-scientifique, les travaux sur le drag et les études queer en particulier ont toujours voulu établir une frontière très nette entre ces deux modes d'expression. Aussi parce que le drag, c'était quelque chose qui concernait la scène, alors que le travestissement, c'est quelque chose qui peut concerner bien évidemment plutôt l'espace privé, la sexualité, entre autres, etc. Mais en fait, c'est pas si simple que ça, quoi. C'est-à-dire que on peut participer, par exemple, à un atelier drag king et puis rentrer chez soi et ne pas se démaquiller. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne se démaquille pas? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on continue à porter ce maquillage, cette incarnation tout au long du temps, etc. Donc, on voit bien que là, les distinctions entre scène et vie publique, privée, ce n'est pas si clair que ça. Donc, de ce point de vue-là, je pense que... Et puis, on a fait aussi une grosse distinction en mettant du côté du drag quelque chose qui serait plutôt de l'ordre du politique, alors que dans le travestissement, il y avait quelque chose plutôt soit de l'impersonnification, female or male impersonator, alors quelque chose de l'ordre du fétichisme de la sexualité. Mais là aussi, ce n'est pas si évident, parce que moi, j'ai rencontré des kings qui revendiquaient le terme de travesti, et j'ai rencontré des travestis qui revendiquaient un côté politique. Donc, je pense qu'on aurait intérêt aujourd'hui à revaloriser un peu la figure de la travestie, du travesti, qui est un peu tombée aux oubliettes et qui, par contre, à mon avis, mérite une véritable revalorisation et du coup, en revalorisant cette figure, ça permet aussi de revoir pas mal de dichotomies entre drague et travestissement. Écoutez, ça a été vraiment très intéressant, tout ce débat qui est sorti de cette conférence. Je vous propose de peut-être répondre aux questions que le public aussi a. Et en vous remerciant énormément de toutes les problématiques et toutes les opinions qui se dégagent d'ici. Et je donne la parole à Lio pour qu'elle pose les questions. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour vos interventions. Donc, nous allons maintenant passer aux questions du public. Donc, on a tout d'abord une question qui vient de Justine, qui est la suivante. Est-ce que vous craignez que de plus en plus d'hommes, femmes hétérosexuels se mettent au drag et que ça crée une appropriation culturelle de la culture gay, pardon. Donc, par exemple, Noé the Kid, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Je pense que le drag, ça vient de culture gay et lesbienne, mais c'est surtout lié au genre plus qu'à la sexualité. Donc, si des personnes hétéros veulent faire du drag pour déconstruire leur genre, qu'elles y aillent. On a besoin de ça aussi. On a besoin de déconstruire le genre de façon générale et pas que dans nos communautés. Et après, il y a aussi, théoriquement, est-ce que ce serait de l'appropriation si des personnes hétéros le faisaient, mais dans la pratique, les personnes hétéros ne veulent pas tellement aller dans ces domaines-là en général, parce que en fait, il y a toujours ces normes qui sont très fortes et toujours cette binarité qui est toujours imposée et le jugement social quand on transgresse cette binarité. Donc, il y a peu de personnes cis-hétéros qui vont de leur pleine volonté faire du drag. Et si elles le font, c'est sûrement des personnes qui sont plus ou moins conscientisées et donc que je n'aurais pas tendance à craindre. Oui, voilà. Donc, je ne pense pas que réalistiquement, ce soit un risque. D'accord, merci. Et Loulou, est-ce que vous avez un avis par rapport à cette question? Je suis assez d'accord avec Noé. Maintenant, c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher d'avoir derrière ma tête une inquiétude. Par exemple, en ce moment, dans la dernière saison de Drag Race, il y a un homme hétéro.
Et c'est vrai que ça a créé plein d'interrogations sur la scène drag queen, en tout cas, sur la légitimité d'une telle personne d'avoir une telle visibilité mondiale, pour le coup. Je me souviens d'une drag queen qui avait publié un message en disant mais tu pourrais faire du foot, tu pourrais faire de la pétanque, tu peux faire tout ce que tu veux, pourquoi du drag? Pourquoi pas faire autre chose? Pourquoi pas nous laisser ça alors que c'est à nous, quoi? Et franchement, je peux comprendre cette inquiétude-là, et en même temps, comme disait Noé, un homme cis hétéro qui décide de déconstruire son genre et de franchir ce cap-là, de faire du drag queen, bon, bah, ça envoie aussi un message assez fort quand même à plein d'hommes cis hétéros qui ont encore beaucoup de mal avec toutes ces déconstructions-là. Donc, il y a un double discours. Je pense que le drag appartiendra toujours à la communauté LGBTQIA+. Et que voilà, j'ose l'espérer en tout cas. D'accord, merci. Et on a une autre question de Justine qui est, pensez-vous que le drag va au-delà du genre pour finalement caricaturer tous les travers de la société, comme par exemple questionner le racisme? Est-ce que, Lucas, vous avez une réponse à cette question? Oui, bien sûr, mais le mouvement drag aux États-Unis est très fortement impliqué dans les questions de classe et de race. Donc, évidemment que subvertir le genre, comme on le fait dans les performances King, c'est aussi subvertir la race et les privilèges de classe. D'ailleurs, pas seulement chez les Kings, mais il suffit de voir le documentaire Paris is Burning pour se rendre compte comment justement les privilèges de classe, de race deviennent un objet de travail, un objet esthétique et politique dans les performances queen. Oui. Ensuite, on a une autre question de Rocco qui est quelles sont les portes d'accès à la scène drag et est-ce que c'est un univers qui est de plus en plus cloisonné? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à cette question? Personnellement, j'ai l'impression qu'au contraire, c'est un univers qui est de plus en plus décloisonné. Et aujourd'hui, en tout cas à Paris, on a la chance d'avoir énormément de scènes qui sont accessibles, et pas seulement dans des lieux queer, mais également dans n'importe quel bar. Ça se décloisonne beaucoup. Donc, il faut suivre les artistes drag sur les réseaux sociaux et il faut voir où ça se passe et il faut venir nous voir. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté de rester entre nous. Il y a un communautarisme qui existe et qui est nécessaire parce que c'est là qu'on trouve nos ressources pour réfléchir et militer et développer notre art. Mais je ne pense pas que ce communautarisme est complètement fermé et que voilà, on ne cherche pas à créer de la non-mixité dans les espaces dédiés au drag, en tout cas. D'accord, merci. Ensuite, on a une autre question de Franco Prozano qui est j'aimerais savoir quelle est la place du plaisir dans ce processus d'incarnation entre la performance et la performativité pour la déconstruction du genre. Lucas, peut-être Oui, bien sûr. Pour moi, c'est très justif. Donc, mais après, chacune et chacun, peut-être que, mais je pense aussi les autres, celles que j'ai rencontrées m'ont dit la même chose, c'est-à-dire que c'est un événement très jouissif et qui permet aussi, je pense, une sorte de empowerment, c'est-à-dire que lorsqu'on sort en drague dans la rue, dans l'espace public, on se rend compte à la fois de la façon dont l'espace urbain est très cloisonné, très genré, mais aussi on se rend compte de la place qu'on peut prendre, qu'on peut avoir lorsqu'on est en drague. Ceci n'empêche pas qu'on puisse aussi être objet de violence, effectivement, surtout lorsqu'on se promène dans un espace public en incarnant une féminité très exacerbée. Euh, mais, euh, mais oui, c'est
c'est un acte jouissif et très, très agentif, je trouve aussi. Merci beaucoup. On a une autre question de Valentin qui est quels sont les objectifs, les trajectoires de votre travail actuel ou futur? Donc ça, c'est une question pour Noé et Loulou. Et est-ce que vous travaillez seul ou en groupe? Ouais. Noé. Merci. Alors, en ce moment, je suis particulièrement sur l'écriture de mon mémoire sur l'histoire du drag king en France. Du coup, c'est ce qui m'occupe le plus au niveau du drag. Et oui, je pense que c'est important de visibiliser cette histoire et au sein de la communauté, mais aussi à l'extérieur de la communauté. Et par ailleurs, je suis aussi beaucoup dans des démarches collectives avec les Kings Sauvages à Lyon. Et c'est plutôt ça qui m'intéresse et qui me motive et qui me permet d'avoir du plaisir aussi en faisant du drag. C'est toutes ces dynamiques collectives, ces moments d'échange, de réflexion et d'euphorie collective. En ce qui me concerne, je me contente pour l'instant de performer sur les scènes des autres, mais je suis en train effectivement de monter un spectacle avec une autre amie drag queen, voilà, qui est un spectacle immersif qu'on va jouer à Paris. Voilà, c'est en tout cas ce que je fais pour l'instant. Je pense que c'est important dans le drag de se créer des cercles et effectivement, comme disait Noé, j'aime beaucoup aussi m'entourer de personnes et travailler ensemble. Je trouve que de questionner plein de choses voilà, je suis dans une démarche beaucoup plus divertissante que politique, mais il y a cette idée quand même de créer de l'échange et de la communauté. Et pour vous, Lucas, quels sont vos projets futurs? Votre micro, s'il vous plaît. Là, je vais continuer à travailler sur des questions d'incarnation genrée, mais en me consacrant davantage aux pratiques de travestissement et de voir le lien entre travestissement, espace de rencontre numérique et sexualité. Voilà, c'est ça qui m'intéresse en ce moment et qui me permet justement de revenir sur ce que je disais avant, de revoir certains présupposés qui ont ponctué un peu les études queer lorsqu'on a distingué d'une façon très forte entre travestissement et drague. Et d'autre part, j'ai un autre projet, mais qui n'a rien à, enfin, qui a toujours à voir avec le genre, et qui n'a rien à voir avec le drague ou le travestissement, qui est un projet sur les annonces de sexe dans les échographies prénatales. Donc là, je vais m'attaquer à quelque chose de très, à la matérialité de l'anatomie fœtale et à la façon dont elle est interprétée, lue et décodifiée. Merci beaucoup. Et enfin, comme dernière question, pour Lucas Gréco, pensez-vous que la cause militante du drag nuit à son développement dans les institutions artistiques considérées comme plus conventionnelles? Non, je ne pense pas. Comme on l'a dit tout à l'heure, le drag, de toute façon, il restera. Enfin, même si on disait tout à l'heure que peut-être qu'on va vers quelque chose du post-king ou du post-queen, et que peut-être on ira vers des méthodes d'incarnation au-delà de l'humain. Et c'est déjà le cas parfois, c'est-à-dire que parfois, dans les scènes drag, on voit des figures qui sont très, très techno, très artefacts, quoi. Et donc, ça veut bien dire que l'incarnation de genre, elle peut aussi se débarrasser de l'humain et aller vers, vers un drag interespèce. Mais ça restera toujours un espace LGBTQIA+,
Et de ce point de vue-là, ça restera forcément militant, même à des degrés divers. Et par exemple, lorsque Loulou dit que c'est un espace de divertissement qui permet la communauté, le partage, ça c'est déjà politique. C'est pas peut-être militant dans le sens être politique, c'est pas seulement affirmer quelque chose de politique, c'est aussi créer du lien. Et ça, pour moi, c'est très important, surtout dans une société comme celle d'aujourd'hui qui vise plutôt au renforcement de l'individu au détriment de la communauté. Donc non, je pense que c'est pas du tout quelque chose qui doit être vu comme négatif. Merci beaucoup pour toutes les réponses. Et peut-être vous avez un dernier mot à rajouter, Noé, Loulou, Lucas aussi. Et enfin, en tout cas, si tout a été clair, je remercie énormément les intervenants d'être aujourd'hui présents, aussi aux spectateurs qui nous regardent. Et on se retrouve pour la prochaine rencontre le 1er mars. En tout cas, merci beaucoup et bon courage pour la suite à tout le monde. Merci pour cette invitation. Oui, merci beaucoup. Merci pour cet échange. Et merci pour les questions. Et si je peux ajouter quelque chose, je conseille à toutes les personnes dans le public qui n'ont pas encore eu d'expérience de drague, qui seraient tentées par ça, de se lancer vraiment, de chercher des gens pour faire des ateliers, même s'il n'y a pas quelqu'un qui mène l'atelier, c'est possible de juste faire ça entre soi, en fait, parce que ça apprend beaucoup de choses sur soi-même et sur le monde, et c'est accessible pour tout le monde, en fait. Merci beaucoup.